Les enfants endormis de Anthony Passeron aux éditions du Globe. Dans les années 1980, une mystérieuse maladie fait son apparition. La famille d'Anthony Passeron est loin d'imaginer qu'elle va bouleverser le cours de sa vie. D'un secret de famille enfoui, Anthony Passeron en a fait un roman sur l'oubli, prenant de bout en bout. Si Anthony Passeron fait revivre la figure de son oncle Désiré, mort du sida dans les années 80, il décrit le séisme qu'une telle maladie engendra dans sa famille de commerçants respectables établis dans un village de l'arrière-pays niçois. Le roman alterne l'histoire familiale et celle des travaux scientifiques sur cette maladie. Un jour, j'ai demandé à mon père quelle était la ville la plus lointaine qu'il ait vue dans sa vie. Il a juste répondu « Amsterdam aux Pays-Bas ». Et puis plus rien. Sans détourner les yeux de son travail, il a continué à découper des animaux morts. Il avait du sang jusque sur le visage. Quand j'ai voulu connaître la raison de ce voyage, j'ai cru voir sa mâchoire se crisper. Était-ce l'articulation d'une pièce de veau qui refusait de céder ou ma question qui l'agaçait? Je ne comprenais pas. Après un craquement et un soupir, il a enfin répondu pour aller chercher ce gros con de Désiré. J'étais tombé sur un os. C'était la première fois de toute mon enfance que j'entendais dans sa bouche le nom de son frère aîné. Mon oncle était mort quelques années après ma naissance. J'avais découvert des images de lui dans une boîte à chaussures où mes parents gardaient des photos et des bobines de films en Super 8. On y voyait des morts encore vivants, des chiens, des vieux encore jeunes, des vacances à la mer ou à la montagne, encore des chiens, toujours des chiens et des réunions de famille. Des gens en tenue du dimanche qui se réunissaient pour des mariages qui ne tiendraient pas à leurs promesses. Mon frère et moi, nous pouvions regarder ces images pendant des heures. On se moquait de certains accoutrements et on essayait de reconnaître les membres de la famille. Notre mère finissait par nous dire de tout ranger, comme si ces souvenirs la mettaient mal à l'aise. J'avais des milliers d'autres questions à poser à mon père, de très simples, comme « Pour aller à Amsterdam, il faut tourner à gauche ou à droite après la place de l'église ?» D'autres plus difficiles. Je voulais savoir pourquoi. Pourquoi lui qui n'avait jamais quitté le village, il avait traversé toute l'Europe à la recherche de son frère. Mais à peine avait-il ouvert une brèche dans son réservoir de chagrin et de colère qu'il s'est empressé de la refermer pour ne pas en mettre partout. Dans la famille, tous ont fait pareil à propos de Désiré. Mon père et mon grand-père n'en parlaient pas. Ma mère interrompait toujours ses explications trop tôt avec la même formule. C'est quand même bien malheureux tout ça. Ma grand-mère, enfin, éludait tout avec des euphémismes à la con, des histoires de cadavres montés au ciel pour observer les vivants depuis là-haut. Chacun à sa manière a confisqué la vérité. Il ne reste aujourd'hui presque plus rien de cette histoire. Mon père a quitté le village, mes grands-parents sont morts, même le décor s'effondre. Ce livre est l'ultime tentative que quelque chose subsiste. Il mêle des souvenirs, des confessions incomplètes et des reconstitutions documentées. Il est le fruit de leur silence. J'ai voulu raconter ce que notre famille, comme tant d'autres, a traversé dans une solitude absolue. Mais comment poser mes mots sur leur histoire sans les en déposséder? Comment parler à leur place sans que mon point de vue, mes obsessions ne supplantent les leurs? Ces questions m'ont longtemps empêché de me mettre au travail, jusqu'à ce que je prenne conscience qu'écrire, c'était la seule solution pour que l'histoire de mon oncle, l'histoire de ma famille ne disparaisse pas avec eux, avec le village. Pour leur montrer que la vie de Désiré s'était inscrite dans le chaos du monde, un chaos de faits historiques, géographiques et sociaux, et les aider à se défaire de la peine, à sortir de la solitude dans laquelle le chagrin et la honte les avaient plongés. Pour une fois, ils seront au centre de la carte, et tout ce qui attire habituellement l'attention se trouvera à la périphérie, relégué, loin de la ville, de la médecine de pointe et de la science, loin de l'engagement des artistes et des actions militantes, ils existeront, enfin, quelque part. Amsterdam est une très belle ville, les gens sont adorables, je rentre bientôt, je vous embrasse. Désiré. Les ennuis de la famille ont commencé par ces quelques mots inscrits au dos d'une carte postale, reçue un matin à la boucherie. Désiré avait tout abandonné sur un coup de tête. Quelques mois auparavant, au camping municipal, il avait sympathisé avec un groupe d'étudiants hollandais. La facilité avec laquelle ces jeunes voyageaient et nouaient des amitiés au gré de leur pérégrination était une chose fascinante pour mon oncle. Ils avaient fumé des joints ensemble, discuté pendant des heures. Un couple lui avait laissé une adresse à Amsterdam. Anne-Catherine et Nel l'avaient invité à venir passer quelques jours chez eux dès qu'il en aurait l'occasion.
De longues semaines d'ennui entre l'étude du notaire et le café de la place s'en étaient suivies. Un matin, Désiré n'avait pas trouvé la force de rejoindre son travail. Il avait rassemblé quelques affaires dans un sac de voyage, était passé à la boucherie pendant la sieste de son père, fauché de l'argent dans la caisse, avant de prendre l'autorail à la petite gare du village, puis, à Nice, le train de nuit pour Paris. À tout juste 20 ans, il franchissait pour la première fois les limites de l'enclos dans lequel son existence était emprisonnée. Tandis que le train filait dans la nuit, il se sentait de plus en plus libre. Le lendemain de son départ, le téléphone de la boucherie sonnait. L'aîné annonçait qu'il était parti à Amsterdam chez des amis. Il ne fallait pas s'inquiéter. Ma grand-mère ne savait même pas situer cette ville sur une carte. Elle n'a pas eu le temps de lui ordonner de rentrer sans tarder pour conserver son emploi. La conversation a été coupée net par le monnayeur de la cabine téléphonique. La tonalité absurde du combiné l'a renvoyé à son impuissance. Son aîné découvrait donc Amsterdam. Pendant que ses hôtes étudiaient à la fac, il déambulait le long des canaux, dans les parcs et les rues, entre la gare et la place du Dam. Il se noyait dans une foule de gens, des hippies, des punks et des employés en costume. Loin du village, de la surveillance maternelle, le monde était sans limite. Entre l'argent qu'il avait mis de côté en travaillant et celui qu'il avait fauché dans la caisse de la boucherie, il pouvait tenir quelques semaines. Il comptait rentrer quand il serait à sec. Un soir, il s'est installé dans un bar en bas de chez Anne-Catherine et Nel pour les attendre. Une jeune fille mince aux cheveux châtains a engagé la conversation avec lui. Elle avait remarqué qu'il n'avait pas mangé ses cacahuètes et se proposait de l'en débarrasser. Face à son entrain à les dévorer, mon oncle a éclaté de rire. Ils ont fait connaissance dans un mélange d'anglais et de français. Elle s'appelait Maya. Elle avait à peine 16 ans et s'était enfuie de son internat. Elle était à la rue depuis plusieurs jours et venait ici le soir s'offrir une boisson avec les quelques pièces récoltées dans la journée. Elle se nourrissait des cacahuètes que les serveurs déposaient sur les tables. Mon oncle lui a raconté aussi son histoire, le village, l'ennui, son besoin de prendre la route, son désir de vivre une autre vie que celle de ses parents. Maya est tout de suite tombée amoureuse de Désiré, de ses cheveux longs et de son air à la Patrick Devers. Le lendemain, Maya posait ses quelques affaires chez Anne-Catherine et Nel, des vêtements, quelques disques de Jerry Rafferty et une vieille guitare.